Cet épisode est commandité par la CNESST. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à tous et à toutes, mon nom est François Toupin. Soyez la bienvenue au balado Station Constructo. Notre première série d'épisodes traite de la santé et de la sécurité au sein de l'industrie de la construction. Une industrie qui déploie de nombreux efforts afin de protéger ses travailleurs et qui, on le sait, sont exposés au quotidien à plusieurs risques et dangers. Différents enjeux sont abordés au fil des épisodes afin de cerner des problématiques auxquelles les travailleurs et les travailleuses sont parfois confrontés. Dans cet épisode-ci, nous discuterons de l'ensevelissement. Partiel ou total, l'ensevelissement peut entraîner des conséquences fatales. Même un éboulement mineur de moins d'1 mètre cube de terre peut à lui seul blesser sévèrement un travailleur et éventuellement le tuer. Et même si on arrive à temps sur les lieux de l'accident, un dégagement mal exécuté de la victime peut entraîner des conséquences aussi graves que l'accident lui-même. Nous allons en discuter aujourd'hui. Et nous discuterons de cela, entre autres, avec Kimberly Labrecque, dont le mari a malheureusement succombé à ses blessures à la suite d'un ensevelissement total en 2007. Celle-ci présentera la situation ayant mené au décès de son mari, afin de nous sensibiliser à ce genre d'accident-là. Et ensuite, Maxime Robert, inspecteur pour la CNESST, nous expliquera comment éviter ces situations dramatiques. Et si nous en sommes témoins, comment porter secours à la victime. C'est bien important. À tout de suite. Restez avec nous. De retour au balado Station Constructo, nous sommes en compagnie de Kimberly Labrecque. Bienvenue à ce balado, Kimberly. Merci. Merci de votre présence. Vous êtes dans le drame depuis 2007 avec cet accident qui est survenu à votre mari. Première question qui n'est pas dans mes questions, comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien? Oui. Ça fait une quinzaine d'années que ça s'est produit? Ça fait 15 ans, le 5 octobre. Oh, OK, à l'automne. Est-ce que vous pouvez nous décrire le fil des événements quand l'accident s'est produit? Comment ça s'est passé? Ça s'est produit un beau vendredi après-midi. Mm-hmm. J'avais été aux pommes avec les enfants, mes plus jeunes, et puis j'ai reçu un appel quand je suis arrivée à la maison que je pensais que c'était Fabien, fait que j'ai répondu à l'OB. Mm-hmm. Mais c'était un employé de la ville d'Oka pour m'annoncer de me rendre à l'hôpital. Donc, j'ai été porter les enfants chez la voisine. Je me suis rendue à l'hôpital. Je sais pas comment j'ai fait, parce que j'étais sa panique totale. Je comprends. Mais je me suis rendue. Et puis, j'ai vu une civière pleine de boîtes dans l'entrée de l'ambulance. Et j'ai rentré dans l'hôpital et c'était où mon mari. Ben oui. Donc, j'ai eu une ambulancière qui m'a dit finalement qu'il est décédé. Et c'était comme un coup de poing dans le ventre. On vous a annoncé ça de cette façon-là, telle qu'elle en arrivant, ou presque? Non, l'ambulancière voulait pas me le dire. Mm-hmm. Elle me disait que le médecin va venir me voir, puis j'étais non, dis-moi-le tout de suite. Elle a vu dans quel état que j'étais. Ah oui. Et c'est là qu'elle me l'a annoncé, mais avec les yeux baissés, parce que c'était pas une annonce qu'elle voulait donner. Non, c'est probablement pas son rôle non plus de le faire. Hein? Exactement. Quelles ont été les conséquences pour votre famille à la suite de l'accident? Lourdes. J'imagine. Lourdes. Mon plus jeune avait 4 ans. Ah oui? Et son frère avait 6 ans. J'ai dû m'asseoir dans le salon, chacun leur bord, à côté de moi, et leur annoncer que leur père était mort. Mm-hmm. Chose que je ne souhaite à personne. Puis c'était le but là, du travail que j'ai fait suite au décès de Fabien, de faire en sorte de faire la sensibilisation pour pas que ça arrive à une autre personne. Souvent, on dit ça m'arrivera pas, ça arrive aux autres. Ouais. Mais Fabien, c'est un autre. Ouais. C'est arrivé. Tout à fait. Donc, vous vous engagez, vous êtes la preuve aujourd'hui au sein de ce balado, de parler de santé et de sécurité et de faire attention, de prévenir ces accidents-là si possible. C'est toujours possible. C'est votre leitmotiv, c'est ce qui vous... C'est ce qui me motive. Mm-hmm. Tous les accidents sont prévenables. Mm-hmm. La tranchée, il y avait aucun norme pour les tranchées qui étaient suivies lors de l'accident Fabien. OK. Tous les accidents sont préventibles.
Quel était son travail exact, sa tâche? Il était col bleu. Ouais. Il rentrait dans le tranché, puis dans le fond, lui, il fallait qu'il fasse ce que le contremaître lui disait de faire. D'accord. Donc, c'était la tranchée à faire, à rentrer dedans. Il n'a pas eu sa formation de tranchée. Ça n'a pas aidé. Mm-hmm. Il savait que c'était pas 100% sécuritaire, mais vu que le contremaître, il y allait, il s'est dit probablement qu'il s'est dit, mais je vais y aller moi aussi. Donc, puis cette journée-là, ils ont failli être deux. Être enterré. Ah oui. Parce que le contremaître venait de se mettre les 2 pieds sur le bord de la tranchée parce qu'il a reçu un appel. 5 secondes plus tard, il aurait été 2 enterrés. Ah oui. Donc, les dommages à mes enfants de grandir, pas de père, de se sentir arrachés. J'ai souvent vu des pères qui jouaient au baseball, passaient du temps, il y avait leur petit sur ses épaules. Puis ça me touchait, ça venait me chercher à chaque fois, même aujourd'hui. Mes enfants, ils ont manqué ça. Je comprends, c'est sûr. Non, c'est carrément tragique pour vous et vos proches. Quel genre de soutien avez-vous eu, Kimberly Labrecque, en tant que famille de la victime à la suite de cet accident tragique? Vous avez eu du soutien quand même? Non. Du tout? Il n'y a rien. D'accord. J'ai fait des recherches, j'ai essayé d'aller chercher de l'aide. Si je reviens au jour de l'accident, ce que j'aurais aimé, c'est d'avoir un intervenant sur place. J'ai passé 5 heures à l'hôpital. Il n'y a pas un intervenant qui est venu me voir. Est-ce qu'on peut vous aider à faire l'annonce à vos enfants? Mm-hmm. Est-ce qu'on peut vous aider d'une façon ou d'une autre? Rien. Puis, quand on vit ça, on n'a pas toute notre tête, on réfléchit pas, mais je peux appeler CLSC, je peux appeler. On pense pas à ça. Notre entourage pense juste à me consoler ou à nous consoler et pense pas la tâche à annoncer à les enfants. Puis j'aurais aimé ça. Peut-être que ça aurait été moins brusque. Peut-être que j'aurais pu leur annoncer d'une meilleure façon. Avoir un soutien psychologique, une aide de quelconque. Absolument, absolument. Ouais. Et par la suite, j'ai fait des recherches pour voir qu'est-ce qu'il y a. On a des associations qui aident pour les familles touchées d'un décès ou d'un assassinat, et puis ou victimes d'actes criminels, mais on n'a rien pour les familles qui ont subi un accident de travail. Pour l'entourage. J'ai trouvé un organisme en Ontario, Fil de vie, que j'ai apporté un peu ici. La CNESST a contribué un peu à amener cet organisme-là au Québec pour aider justement les familles qui subissent les dommages collatéraux d'un accident de travail. D'accord. Donc, quand on parle d'ensevelissement, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, c'est carrément, on est enterré sous une masse quelconque. C'est les parois d'une tranchée qui cèdent, puis qui enterrent la personne. Fabien, il avait tout le temps peur des tranchées. Quand c'est arrivé, le travailleur a crié après Fabien, « Fabien, vite, sors !» Puis il avait juste eu le temps de se mettre la main sur l'échelle, puis il était enseveli. Ça s'est produit rapidement. Très rapidement. Il n'a même pas eu le temps il a mis son pied sur l'échelle et c'était fait. Autant que ça a touché notre famille, ça a touché les travailleurs qui étaient là aussi. Oui. Peu importe le degré de responsabilité, qui savaient que c'était pas conforme, il y avait peut-être la pensée de dire, ça arrivera pas, on est correct. Mais comme j'ai dit tantôt, il aurait pu être 2 à être enterrés. Puis Fabien, quand c'est arrivé, il était complètement enseveli, sauf une main. Ils l'ont entendu crier à l'aide. Ah oui. En dessous, enterré complètement. Les travailleurs, il faut qu'ils vivent avec ça. Je comprends. Il faut qu'ils vivent avec le témoignage de ça. Ils ont tout fait pour le déterrer à temps, puis ils n'ont pas été capables. C'est tellement simple d'éviter un ensevelissement dans une tranchée avec la cage. C'est juste ça que ça prend. Ça prend 5 minutes. Et je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait dans le cas à Fabien. Donc, il y a des moyens simples, et on va en discuter tout à l'heure aussi, il y a des moyens simples de prévenir ça. Absolument. Quelque chose de très, très simple. Vous parlez d'une cage, par exemple.
Ça peut être que ça, et ça sauve des vies. Oui. D'accord. Kimberly Labrec, merci beaucoup de votre passage. Restez avec nous. Nous aurons une discussion de fin de balado tout à l'heure. Ne bougez pas. De retour à Balado Constructo, nous sommes en compagnie de notre ami Maxime Robert, inspecteur à la CNESST. Merci Maxime de votre présence. Ça me fait plaisir, bonjour. Bonjour. Les accidents d'ensevelissement dont nous parlons depuis le début, des travailleurs de la construction, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que ça arrive très souvent? Ben en fait, il faut savoir d'abord là, que l'effondrement, c'est le risque le plus grave, le plus fréquent qui arrive quand on parle de travaux de tranchées et d'excavation. Okay. Déjà en partant. Pour les statistiques, je pourrais séparer ça en deux périodes. Là, une période plus de 1975 à peu près à 2012-2013. On comptait environ un accident mortel par année au Québec. Quand même. Ensuite, dans la période plus contemporaine des 10-12 dernières années, ça a diminué les accidents mortels. On parle de 4 accidents mortels, pas nécessairement en chantier de construction, mais on parle de carrière. Il y en a eu un à la Romaine, justement, effondrement d'un cap rocheux. Mais c'est des phénomènes de glissement de terrain puis d'effondrement de parois où que des travailleurs ont été ensevelis. Donc, en ce qui a trait aux lésions, il y a à peu près dans les 10 dernières années toujours, une quinzaine de lésions pour les travailleurs en lien avec l'affaissement d'une paroi, d'une partie de paroi. Mais il faut comprendre que, comme vous avez dit en entrée, 1 mètre cube de sol peut occasionner des blessures graves, voire mortelles. On parle d'un poids d'environ 1500 à 2000 kilos là, pour un mètre cube. Donc, ce qui fait que même si c'est juste une partie de ce mètre cube-là qui tombe sur un travailleur, les lésions sont souvent, même si elles ne sont pas mortelles, sont souvent très graves puis occasionnent des lésions incapacitantes pour un travailleur à vie là, dans beaucoup de cas. Donc, voilà pour les statistiques. Dans quel contexte surviennent les accidents les plus fréquents? Dans quel contexte ça arrive? Bien, en fait, j'ai fait le tour là, tu sais, à la commission, on va produire des rapports d'enquête lorsqu'il y a un accident mortel. Puis aussi, dans quelques fois, quand il y a des accidents graves. À la lecture des accidents graves et mortels qui sont survenus dans la commission, dans les dernières années, il y a 2 causes qui ressortent principalement. Là. La première cause, c'est le détachement d'une partie de paroi ou d'une paroi complète. Puis c'est associé dans presque tous les cas, je ne vais pas dire tous les cas, mais quasi, c'est l'absence d'un système d'étançonnement. On parlait d'une boîte de tranchée, un étançonnement léger. Donc, absence d'étançonnement des parois, il y a un détachement. Puis ça peut être causé là, dans un dernier rapport que j'ai lu, un plus récent, où il y avait eu des travaux là, de tranchées pour refaire un conduit d'égout, d'aqueduc en avant d'une maison résidentielle, 2 mètres de profondeur. On parlait de surcharge des parois. On met du sol au sommet des parois. Les parois sont pas étançonnées. La pente est presque verticale à partir du fond. Il y a de la circulation de véhicules au sommet des parois. C'est un mélange ensemble qui font que c'est un mélange, comme on peut dire, explosif. Donc, dans ce cas-là, effondrement des parois. Donc, c'est ce qui ressort souvent dans la première cause. Puis, une autre cause qui revient souvent, c'est la planification. Ouais. On est vraiment... on essaie de sensibiliser beaucoup les entrepreneurs à s'organiser, planifier, avoir une directive de creusage. On sait que la stabilité d'un sol dépend beaucoup de sa teneur en eau, sa pente, combien de temps qu'on fait les travaux, y a-t-il une surcharge au sommet, c'est quoi la nature du sol. Donc, ça dépend de ces éléments. Il faut planifier ces travaux-là. Donc, la météo, si j'imagine. Exactement. Si le sol il est gorgé d'eau, si on a du gel, dégel, c'est très important de planifier ces opérations-là. Donc, la deuxième cause qui revient, c'est le manque de planification, le manque de gestion, le manque de formation, d'informer. On fait une procédure de travail, mais est-ce que les travailleurs au chantier sont informés de cette procédure-là pour pouvoir l'appliquer? Donc, on peut éviter, on en discutait avec Kimberly Labrec tout à l'heure, on peut éviter ce genre d'accident-là. Tout à fait. Ça s'évite. Tout à fait. Dans les causes que les accidents que j'ai consultés, les rapports d'accidents, dans tous les cas, c'était des accidents qui étaient évitables. Dans la plupart des accidents de travail, on parle de nouvelles technologies. Est-ce que dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, d'ensevelissement, est-ce que les nouvelles technologies viennent nous aider? Certainement. En prévention et santé-sécurité. Oui, il y a des technologies en ce moment qu'on voit... la manière préconisée, le code de sécurité pour les travaux de construction qui s'applique, la réglementation, en fait, il dit qu'il faut mettre un système d'étançonnement des parois pour empêcher l'affaissement des parois. OK? Il y a des systèmes qui existent en ce moment. Là. On parle des gros systèmes lourds, des caissons, on parle de boîtes de tranchées, justement, que c'est des parois en acier, solides et rigides, mais qui sont généralement lourdes pour les gros travaux de construction, des parois de 10 à 20 cm. Donc, c'est lourd. Il y a je pourrais dire, le petit frère de cette boîte
de tranchées-là, qui est des systèmes qui sont plus assemblés sur place, plus légers. Ça existe déjà là, depuis plusieurs années. C'est léger, en aluminium généralement. Sinon, il y a des systèmes qui sont assemblés sur place avec des planches de contreplaqué, des vérins qui se transportent facilement dans la boîte d'un camion. Ça aussi, ça existe. Il y a certaines municipalités, depuis les 10 dernières années, qui ont développé des systèmes de cylindres en aluminium pour faire des interventions ponctuelles. Fait que certaines municipalités ont innové dans ce sens-là. Puis il y a des compagnies industrielles qui ont aussi innové pour faire les travaux de grande envergure avec des matériaux robustes, plus robustes qu'avant, plus légers qu'avant, puis sont plus facilement adaptables avec des vérins hydrauliques, des espèces de planches métalliques qu'on vient insérer dans le sol. Donc, ils ont raffiné leur méthode, plus résistant, plus léger aussi, plus facile à transporter pour être adaptable à plus de chantiers possibles. Et malgré tout ça, il y a des accidents qui arrivent encore de nos jours, évidemment. Les statistiques en font foi. Et quand on est témoin d'un ensevelissement, comment on peut porter secours à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une méthode? Parce que, je le disais en introduction, essayer de tirer quelqu'un qui est enseveli, on peut le blesser davantage. Donc, comment on fait de façon sécuritaire? Comment on peut faire? Oui, ça, c'est une question qui est difficile, en fait, parce qu'une fois que on essaie de travailler en amont, pour pas que ça arrive, une fois que ça arrive, c'est très difficile d'agir. On a vu dans un accident, là, justement, à la Chine en 2012 aussi, porter secours à un travailleur qui avait été à moitié enseveli, moitié de son corps, un contremaître, puis un travailleur qui avait été complètement enseveli. Le travailleur à moitié enseveli, ça avait pris 4 à 5 heures avant de sortir du creusement. Parce que là, les services d'urgence doivent se sécuriser eux-mêmes avant d'accéder au creusement. Donc, on parle de plusieurs heures. Donc, ça prend un plan de sauvetage, mais c'est difficile d'accès. Donc, c'est sûr qu'au niveau du sauvetage, il n'y a pas vraiment de formule... Il n'y a pas de formule magique. Non, tout à fait. C'est du cas par cas aussi, j'imagine. C'est du cas par cas. Une fois que les parois sont effondrées, c'est difficile d'intervenir. Très difficile. Il faut que le propre travailleur, là, les pompiers, spécialement formés pour ça, il faut qu'ils pensent à leur propre sécurité avant d'accéder au fond pour pas que la paroi s'effondre sur eux. Donc, ça peut prendre du temps avant de secourir un travailleur. Parfait. Le temps nous presse un peu. Courte pause et on fait une discussion de fin de balado tout de suite après. Juste avant de terminer cet épisode du balado Station Constructo, en compagnie de nos invités Kimberly Labrec, de même que Maxime Robert, inspecteur pour la CNESST, j'aimerais vous entendre, pour conclure ce balado, le message que vous aimeriez, que vous souhaitez transmettre aux travailleurs, aux travailleuses de la construction pour éviter les accidents. Le message principal que vous pourriez, chez Kimberly tout à l'heure, en interview, vous mentionniez que tous les accidents sont évitables. Il y a moyen de prévenir davantage. Est-ce que votre message porte toujours là-dessus? Vous voulez, comme vous êtes impliqué depuis de nombreuses années, depuis 2007 là-dedans, quel serait votre message ultime que vous aimeriez passer aux travailleurs? Bien, vous l'avez dit, que tous les accidents sont évitables. Et puis, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui passe par un accident de travail qui se dirait, ben là, avoir su, j'aurais fait la même affaire. C'est de prendre le temps de le faire comme il faut. Tout à fait. Pour vous, de votre côté, à la CNESST, c'est un travail continu de tous les jours, c'est quotidien. Tout à fait. Puis là-dedans, là, pour répondre à votre question, tant les entrepreneurs, employeurs que travailleurs ont un rôle à jouer là-dedans. L'employeur doit planifier les travaux, on en a parlé un peu tantôt, doit planifier ses travaux, mettre les équipements à disposition sur les bons équipements. J'ai-tu informé mes travailleurs? Puis de l'autre côté, les travailleurs, bien, ils doivent prendre connaissance des documents qui sont mis à leur disposition, puis ils doivent s'engager dans leur propre sécurité à respecter les consignes de l'employeur aussi, à porter les équipements adéquats, donc à regarder ses travailleurs à côté, prendre soin l'un de l'autre. Comme dans tous les domaines, tous les dangers qui entourent les travailleurs de la construction. Donc, c'est être au fait des risques et surtout les solutions à apporter. Tout ça, c'est bien important. Merci beaucoup de votre participation, Kimberly Labrec. Monsieur Maxime Robert, merci beaucoup de votre participation. Ça termine cet épisode. Merci beaucoup. C'était le balado Station Constructo. Ça porte à réfléchir tout ça. On souhaite remercier les participants et également la CNESST qui est notre commanditaire pour cette série. Ne manquez pas notre prochain épisode où nous aborderons les risques rencontrés par les travailleurs et les travailleuses en signalisation routière, qui parfois, aux dépens de leur propre sécurité, assurent celle de leurs prochains. Suivez Station Constructo sur l'une de vos plateformes préférées, sur les réseaux sociaux aussi pour rester à l'affût de nos nouvelles sorties.
Tous nos épisodes sont également disponibles sur le portail constructo.com, section balado. Portez-vous bien et à très bientôt.